Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit et TSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifrit. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, on a beaucoup parlé ces derniers temps de la rupture entre d'une part les États-Unis de Trump et de l'autre les Européens. On évoque même une vassalisation de ces derniers. Mais je voudrais qu'on se concentre aujourd'hui sur un autre pays, pas exactement européen, qui lui aussi entretient des relations difficiles avec son voisin américain. Je veux parler du Canada. Alors, dès le début du second mandat de Trump, en janvier 2025, le président américain a annoncé qu'il souhaitait faire du Canada le 51e État des États-Unis. La population canadienne, on s'en doute bien, s'en était émue à l'époque. Et il y a un mois à Davos, c'est très notable, le Premier ministre canadien, Carney, a prononcé un discours très ferme, appelant les puissances moyennes à s'unir pour résister aux grands prédateurs de l'ordre international et à défendre justement un ordre international fondé cette fois sur le respect du droit. Mais il y a aussi des sujets de fâcherie plus concrets et plus immédiats entre les deux pays, avec deux sujets principaux à l'heure actuelle, une sombre histoire de pont et un mouvement pour l'indépendance dans l'Alberta, qui est une province canadienne. Bref, tout ne va pas pour le mieux entre le Canada et les États-Unis, et nous autres pays du vieux monde, nous voudrions en savoir plus. Oui, Romain, je me suis penchée sur nos archives à New Deal et je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais encore traité du Canada. Et je me suis aussi souvenu que lorsque j'étais au CSIS, donc ce think tank à Washington, il y avait un programme de recherche sur le Canada. Et au bout d'un moment, je m'étais rendu compte que tous les stagiaires le surnommaient le Boring Program. Voilà qui présage au mieux de cet épisode de New Deal. Oui, mais pourtant, il faut parler du Canada parce qu'à l'heure actuelle, les relations entre ce pays et les États-Unis forment vraiment un cas d'école absolument parfait de l'agressivité, de la prédation américaine sous Trump II, mais aussi de la résistance assez efficace jusqu'à présent de la part d'Ottawa et dont nous, Européens, ferions bien de nous inspirer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce pays qui est le voisin du nord des États-Unis ? Et pour commencer, comment est-ce que s'organisent les relations entre les États-Unis et le Canada ? C'est maintenant qu'il faut poser la différence originelle, fondamentale entre les États-Unis et le Canada. Le Canada, c'est le pays qui, en 1776, lors de la déclaration d'indépendance des futurs États-Unis, a refusé de rompre avec la Grande-Bretagne et aujourd'hui, le pays fait toujours partie du Commonwealth. Et si vous me permettez d'insister sur ce petit retour historique, le Canada, on se souvient, c'était un territoire français au départ, que nous avons perdu en 1763 à la fin de la guerre de 7 ans au profit des Britanniques. Lors de la guerre d'indépendance américaine entre 1776 et 1783, ce qu'on ne sait pas assez en France, c'est qu'il y a eu un certain nombre de loyalistes dans les 13 colonies qui allaient former les États-Unis, c'est-à-dire des colons qui ne voulaient pas du tout d'indépendance, qui restaient favorables à la couronne britannique. On estime que c'était à peu près 20% de la population. Cette population, à l'époque, dans les 13 colonies, c'est 2,5 millions d'habitants environ. Bref, à la fin de la guerre, une certaine partie de ces loyalistes ont préféré partir. Alors, ils sont soit réfugiés aux Antilles britanniques ou même rentrés en Grande-Bretagne, mais on estime que 40 à 50 000 d'entre eux, c'est-à-dire la plus grosse partie de ceux qui ont décidé de partir, se sont réfugiés au Canada, notamment au Nouveau-Brunswick ou dans l'Ontario. Alors, vous m'apprenez cette histoire de loyalistes. Merci de ce rappel, mais ça, c'est pour les origines. Depuis, les relations entre les deux pays, c'est quand même très calme. Alors attention, parce que là, autre rappel historique, il y a quand même eu une guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis en 1812, ce qu'on appelle la Seconde Guerre d'indépendance. Les troupes britanniques sont descendues du Canada, elles ont incendié Washington et le premier bâtiment de la Maison-Blanche à l'époque. Mais par la suite, vous avez raison, les relations sont très amicales entre les deux pays jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai quand même que dans la culture populaire américaine, les Canadiens sont souvent moqués, un peu comme les Belges par les Français, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez vu le film de Michael Moore, Canadian Bacon, qui est sorti en 1995 ? Non, je ne l'ai pas vu. Alors, je vous engage à le regarder parce que c'est une comédie à mourir de rire dans laquelle les Canadiens et les États-Unis vont se faire la guerre. C'est l'occasion de multiples stéréotypes américains sur les Canadiens. On rigole sur leur accent, sur le fait qu'ils soient tellement polis dans toutes circonstances. On se moque aussi beaucoup de ce qu'on appelle le Canadian suit ou le Canadian tuxedo. Alors là, je suis sûre que vous savez ce que c'est. Non, pas du tout. Mais comment dites-moi. ça ? C'est quand vous portez une veste en jean avec un jean. Ah, mais ça c'est chiquissime. Ah, vous trouvez ? Mais bien sûr, c'est le costard de Steve Austin. Ah bon, J'adore. très bien. Plus sérieusement, les Américains dénoncent aussi régulièrement la grande couverture sociale qui existe au Canada. Pat Buchanan, en 2002, avait parlé notamment du Soviet Kanoukistan pour parler du Canada.
Les Canucks, justement, c'est qui? C'est un terme d'argot américain qui existe depuis le 19e pour désigner les Canadiens, tout simplement. Il y a un exemple plus récent et peut-être un peu plus sombre, je trouve, de cette moquerie américaine sur le Canada. C'est la querelle qui est très médiatisée entre deux rappeurs, hein, l'américain Kendrick Lamar et le canadien Drake. Lamar a sorti une chanson qui s'appelle Not Like Us en mai 2024, où il s'en prend à son adversaire, donc Drake, mais il y a dans la chanson pas mal de stéréotypes anti-canadiens aussi. Mais alors, quittons le terrain du rap, qui est votre terrain de prédilection, comme chacun sait, et revenons à un terrain que vous connaissez moins bien, qui est celui de Trump et des institutions politiques et des relations internationales. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? On va rappeler qu'en janvier 2025, Trump a donc annoncé qu'il souhaitait faire du Canada un 51e État des États-Unis. À l'été 2025, lorsqu'il a reçu les dirigeants européens dans le contexte de la guerre en Ukraine, il avait affiché dans le bureau ovale à côté de lui une carte de l'Amérique du Nord absolument stupéfiante où le Canada, le Groenland et le Venezuela, on est en août 2025, étaient recouverts d'un grand drapeau américain. Cette carte n'est pas sortie à l'époque, mais elle est sortie en janvier 2026, donc il y a quelques semaines. Oui, mais justement, quand il a fait part de ses ambitions de capter le Canada comme le 51e État américain, la population canadienne s'est levée comme un seul homme. Oui, et cette réaction de la population canadienne a été totalement contre-productive pour Trump parce que au Canada, au printemps dernier, des élections étaient prévues. Et jusqu'alors, c'était le candidat conservateur Pierre Poilievre qui était donné comme gagnant dans ces élections. Et s'il l'avait emporté, il aurait été relativement pro-Trump, on le sait. Or, la colère des Canadiens a totalement renversé la dynamique électorale et ce sont les libéraux qui l'ont emporté. Alors non pas Justin Trudeau qui était en fin de mandat, mais son successeur à la tête du Parti libéral, Mark Carney, qui est toujours en poste aujourd'hui et qui n'hésite pas à s'ériger contre Donald Trump. On l'a vu à de multiples reprises. Oui, ça l'a rendu très populaire, internationalement, mais aussi nationalement, non? Quels sont ses chiffres d'approbation aujourd'hui? À l'heure actuelle, un sondage du 16 février, donc lundi dernier, si une élection parlementaire avait lieu aujourd'hui au Canada, les libéraux l'emporteraient par 43% et les conservateurs, donc Pierre Poilievre, 34% seulement. On peut penser que le discours de Davos de Mark Carney a vraiment fonctionné politiquement pour lui. Certes, mais on avait évoqué en introduction 2 points d'opposition spécifiques. Alors, reprenons-les. Le premier, c'est un conflit à propos d'un pont. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, alors cette histoire de pont, c'est une nouvelle preuve de l'importance des trafics d'influence autour de Trump. Concrètement, la province de l'Ontario Canadienne? et l'État du Michigan Américain? sont deux territoires voisins au nord des Grands Lacs. Les deux villes dans ces territoires, Detroit côté américain et Windsor côté canadien, ont énormément d'échanges de personnes et de biens. Elles sont séparées par un petit bout de rivière, la rivière Detroit en l'occurrence. À l'heure actuelle, ce qui fait le lien entre les deux villes, c'est un pont qu'on appelle le Ambassador Bridge et 2 tunnels, un ferroviaire et un routier. Ça n'est pas assez, il y a énormément d'embouteillages entre les deux villes. Un projet de pont supplémentaire est discuté littéralement depuis les années 2000. C'est dans les années 2010 que le pont international Gordie Howe a été décidé et les travaux ont commencé en 2018. Au passage, Gordie Howe, c'est un nom super parce que c'est celui d'un joueur de hockey sur glace canadien qui a fait toute sa carrière dans les Detroit Red Wings, donc côté américain. D'accord, on voit bien le symbole. La construction, je l'ai dit, a débuté en octobre 2018 et l'ouverture est prévue au printemps 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le Canada qui a financé toute la construction du pont, y compris certaines infrastructures côté Michigan. Il se remboursera avec les péages lorsque le pont sera ouvert. Et alors, comment est-ce que Trump intervient dans tout ça? Le 9 février dernier, le président américain a menacé de bloquer l'ouverture du pont si le Canada ne répondait pas à une série de griefs commerciaux, notamment son rapprochement commercial avec la Chine. Mais ce qu'on soupçonne en réalité, c'est que Trump a voulu faire plaisir à Matthew Moran, qui est un important donateur du Parti républicain et qui est le propriétaire de l'Ambassador Bridge, dont j'ai parlé il y a une minute, qui est le pont actuel principal entre Windsor et Detroit. Parce que le nouveau pont prendrait du business à cet ancien pont. Ben évidemment, et donc Matthew Moran a toujours milité contre la construction d'un autre pont.
Or, ce qu'on sait, c'est que ce monsieur a rencontré Howard Lutnick, le secrétaire au commerce américain, quelques jours avant la déclaration de Trump début février. La déclaration de Trump menaçant de ne pas inaugurer le nouveau pont, c'est ça ? Exactement. Alors même qu'il y a un traité et un accord commercial, donc je ne vois pas très bien comment le président des États-Unis pourrait interrompre les choses. Mais alors on en est où sur cette affaire ? Les représentants démocrates du Michigan, mais aussi d'anciens gouverneurs républicains de cet État, sont vent debout. Donc entre nous, je pense que Trump va laisser tomber. Mais enfin, ça montre une fois de plus le fonctionnement de cette administration. Averser au dossier, effectivement, qui est bien épais. Alors il faut aussi parler de l'Alberta, cette province canadienne, et de ses velléités d'indépendance. On était habitué à des référendums et des revendications d'indépendance au Québec. D'où sort ce mouvement indépendantiste albertain ? Oui, on n'était pas vraiment au courant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la province d'Alberta est connue pour avoir une culture relativement distincte de celle du reste du Canada. Ils sont souvent associés à une identité de ranch, de rodéo, de cow-boy. Ils sont également très conservateurs. L'un des premiers ministres canadiens récents, Stephen Harper, entre 2006 et 2015, qui était un élu de Calgary, l'une des grandes villes de l'Alberta, était un grand défenseur de ce qu'on appelle le conservatisme des prairies, quelque chose d'assez libertarien et réactionnaire à la fois. Il y a cette première différence, mais il y a surtout en Alberta un sentiment d'injustice fiscale, puisque cette province produit la majeure partie du pétrole et du gaz canadien. On parle des sables bitumineux de l'Alberta qui sont exploités de manière catastrophique pour l'environnement au passage. Mais quoi qu'il en soit, l'Alberta contribue fortement au PIB canadien. Les entreprises et les citoyens de l'Alberta reversent donc énormément d'impôts au niveau fédéral, des impôts qui sont redistribués aux autres provinces et notamment à ces feignants de Québécois. Je prends les termes de certains Albertains à l'heure actuelle. Ils sont évidemment aussi très opposés aux réglementations environnementales venues d'Ottawa. Et donc tout ça se cristallise en un mouvement indépendantiste albertain ? Oui, il y a un groupe qui s'appelle le Alberta Prosperity Project et qui croit très clairement que son heure est venue. Il a donc lancé une pétition en Alberta qui doit réunir environ 180 000 signatures avant le mois de mai prochain. Et si c'est le cas, il y aura un référendum d'indépendance en Alberta. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les États-Unis, tout ça ? Eh bien, il y a quelques semaines, des membres de ce groupe donc indépendantiste albertain ont rencontré des responsables du département d'État américain, donc à Washington, afin d'évaluer ce que serait la réaction des États-Unis s'il y avait une indépendance de l'Alberta. Je signale au passage que ce groupe ne souhaite pas rejoindre les États-Unis, il souhaite juste devenir indépendant. Les responsables américains ont confirmé qu'il y avait eu des rencontres, mais ils ont nié tout soutien officiel des États-Unis, pour l'instant. Mais le vote d'une indépendance est vraiment possible ? Probablement pas. Les sondages montrent que 20% seulement des Albertains sont favorables à une telle indépendance. Alors pourquoi vous nous en parlez, Laurence ? Parce que les rencontres à Washington ces derniers jours contribuent à légitimer ce mouvement, à amplifier le débat séparatiste. Il y a vraiment un pouvoir de nuisance américain, états-unien, dans la politique intérieure canadienne aujourd'hui. Et c'est très important parce que dans quelques mois, des négociations vont à nouveau s'ouvrir sur le traité commercial qui existe entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Oui, et pour ces négociations, on imagine effectivement que Trump fera flèche de tout bois, y compris l'agitation albertaine, si on peut dire ça comme ça, pour faire faiblir son partenaire canadien dans les négociations commerciales. Eh bien, merci pour ce tableau, Laurence, qui n'était pas si boring que ça finalement. Je remercie les 3 auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin. Oui, ils sont 30 000 maintenant. Bon, enfin, quel que soit leur chiffre, je propose à tout le monde d'écouter l'hymne canadien pour nous quitter. Ça nous fera à tous le plus grand bien. À la semaine prochaine, Laurence. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.